la deuxième partie de la séance. Donc, on avait ici une constante et une valeur en général pour les notes qui sont ici exprimées de 0 à 1. C'est ce qui est utilisé pour le calcul vectoriel et matriciel derrière toutes les notions que vous avez là. C'est ce qui s'appelle les shaders. C'est le code derrière qui est utilisé par votre carte graphique pour faire le calcul vectoriel qui fonctionne ici. Et si vous me demandez à quoi ça ressemble, je peux vous en parler rapidement parce que j'ai un cours sur justement l'utilisation des shaders et coder son propre moteur graphique. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. More. Pour les shaders, dans build, shaders, voilà, ce genre de code. Bon là, on est sur des shaders très simples. Là, on est sur des trucs un peu plus compliqués. En fait, c'est des vecteurs qui prennent différents facteurs en compte. Par exemple, ici, on prend en compte l'ambiance, la diffuse, la spécular. On fait directement les calculs. Ça, je vous le dis un peu pour votre culture G. On fait directement les calculs ici, des vecteurs et des valeurs de couleur à chaque fois, qui sont entre 0 et 1, pour à la fin avoir notre résultat qui est envoyé là. Color. Ça c'est juste voilà, pour votre culture G, à quoi ça ressemble derrière, tout ça. Dans Unreal, c'est les mêmes process dans leur code de shader. Mais vous avez la version simplifiée, puisque vous n'êtes pas codeur, qui est celle-ci et qui est d'ailleurs beaucoup plus pratique pour faire des choses complexes. Donc, ici on a la base color entre 0 et 1. On avait dit que ça ressemblait à ça, des nuances de gris. Si je mets par exemple 0,5, je ne vois pas très bien. Voilà, 0,2, c'est grisâtre. On va regarder les différentes nodes. Donc vous savez que la lumière est composée de ces parties rouges, vertes et bleues, chacune exprimée de 0 à 1. Donc ici, je peux faire passer la totalité. Donc là, j'ai juste une note qui prend en compte le rouge et le bleu. Donc là, je suis sur le noir. Il me donne cet effet-là. Pourquoi? Parce que par défaut, quand je ne mets rien dans Metallic, Specular, Roughness, il me met des valeurs. Donc là, ça va être pas sur 0,5. Il me donne cet effet-là. D'ailleurs, on pourra tester en mettant du 0 sur chacune ici. Et ça me donnerait, donc pas du tout métallique. Aucune spécular. Donc spécular, ce que c'est le niveau de réflexion des sources lumineuses. Je vais devoir mettre un petit peu de spécular. Aucune roughness. C'est un petit peu hard. Je vais mettre 0,1 en spécular. Ah non, c'est parce que j'ai mis la métallique au max. C'est pour ça. Je vais mettre 1 en métallique. Et alors la spécular marche à l'envers. Roughness. Ah non, c'est la roughness qui est à 0. Donc ce soit de la roughness au max. Mon métallique, si je le mets à 0,1. Voilà, j'ai un matériau qui commence déjà à ressembler à quelque chose. Et la spécular, je vais la mettre à 0,3. Voilà ce que j'ai avec le matériau. Et donc ici, si je change ces valeurs, donc si je les mets sur 1, les deux, comme j'ai les composantes vertes et rouges, ça va me donner du jaune. Et je peux choisir sur chacune sur chaque note si je mets donc là, soit la somme des composantes, soit juste le rouge
qui d'ailleurs est interprété ici en nuance de gris. Tout le vert est aussi interprété en nuance de gris. Donc le 1 et le 1 est considéré comme du blanc et le 0 est considéré comme du noir. Si je veux du rouge et du vert, j'ai juste à mettre que du rouge ici ou que du vert ici. Voilà. Pareil pour une constante avec un vecteur 3. Où là, ça fonctionne de la même manière, mais sur 3 composantes, avec le bleu en plus. Donc, si je veux du bleu là, du bleu. Et je peux ajouter des composantes sur les autres couleurs pour faire toutes les variations. À noter que je peux directement sélectionner ma couleur en cliquant, en double-cliquant sur la zone là. Et ici, j'ai cet outil de sélection de couleur. Je peux définir ma couleur, qui est exprimée en RGB, ou alors exprimée ici en hexadécimal. Si vous avez fait de la 3D aussi, vous savez ce que c'est. Vous pouvez aussi avoir un vecteur 4 en constante, donc rouge, vert, bleu, et l'alpha, qui sert en général à définir la transparence. Par exemple, si on avait ce matériau-là, je donne de la transparence, et je vais mettre en mode translucente. Et on va passer ici l'alpha en opacité. Donc ça me permet de faire des matériaux transparents. Comme ça. Avec différents niveaux de transparence. Ou d'ailleurs, qui peut être utilisé, l'alpha qui peut être utilisé, en règle générale, c'est utilisé pour la transparence, mais ça peut être utilisé pour tout un tas de choses dans vos blueprints. Donc comme je vous dis tout à l'heure, j'ai on va passer sur l'autre, on va se remettre en opaque. J'ai une blueprint qui me permet d'organiser, j'ai un plugin qui permet d'organiser mes blueprints facilement, donc c'est juste F, pour tout est organisé, bien aligné, etc. Donc on va voir les principales fonctionnalités, donc les principales blend modes de nos matériaux. Quelques nodes de sortie de la material node, de la result node du matériau ici. C'est celle-ci, la grande node ici. Et on sera amené à traiter des matériaux plus complexes plus tard dans le cours. Je vous montrerai aussi les nodes, quelques nodes fréquemment utilisées. Quelques exemples. Donc, pour les blend modes, donc on a vu opaque. Je vais appliquer directement voilà, à ma sword ici. Donc opaque, ça laisse pas traverser la lumière. C'est en général celui que vous allez plus utiliser. Donc, le matériau est complètement opaque, ne laisse pas passer la lumière derrière lui. Ok. Masque, ça vous permet de définir un masque pour votre matériau. En gros, un trou dans votre matériau, quoi. Je me passe en masque ici. J'ai cette node opacity mask qui s'applique. Et donc, je vais lui appliquer un masque. C'est l'occasion de vous montrer les
euh, texture sample. Donc ça, c'est une constante qui prend une texture. Donc là, je vais lui attribuer une texture. Et comme c'est un masque, on va chercher quelque chose qui est en nuance de gris. En réalité, je pourrais peut-être utiliser ça aussi. Je vais prendre la sortie rouge. Et donc voilà mon opacity mask. Là où c'est noir, il met du. Là où c'est noir, il met du vide. Et là où c'est rouge en l'occurrence, je prends la sortie rouge. Et donc ça va être entre 0 et 1. Donc si par exemple je mettais ici ma sortie rouge, sur la base color, voilà, il mettrait juste une croix blanche. Il prend juste une valeur entre 0 et 1. Et 1 pour lui c'est du blanc. Et 0 c'est du noir. Et par contre si je prends RGB, il va l'interpréter comme une couleur. Ici je pourrais faire par exemple un truc comme ça, masque, pour avoir juste une croix rouge dans mon matériau. Et donc si je l'applique à mon épée, là je ne vais pas sélectionner, mais comme j'ai le matériau, déjà appliqué ici, on voit qu'il y a certaines parties de l'épée qui ont disparu quand le masque lui a été appliqué. Je vais trouver un autre masque qui le montre un peu mieux. Ouais, non, ça c'est du gris, donc le gris interprété comme du. Le gris interprété comme du noir, donc tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui ne vaut pas 1 n'est pas. N'est pas. Alors, je prends le sur R, et donc il n'y a rien. Qu'est-ce que si je prends RGB, ça ne veut pas. Dans les professionnels. Est-ce qu'il a de l'alpha celui-là? Non, pas fonctionnel non plus. Donc on va juste en prendre un. Je peux coller, si je trouve ça. Voilà, celui-là, mais il n'est pas très visible. Donc là-dessus, sur cette forme-là, c'est beaucoup plus clair. On voit bien mieux le masque. Non, celui-là passe pas. Quelque chose comme ça là. Voilà, ça peut être intéressant comme type de masque. Ça donne un effet. Si je veux visualiser sur ma sword, je peux le voir directement dans ma scène ici appliquée. Ou alors sinon, je peux le voir en sélectionnant ma sword là. Je peux le voir directement dans l'éditeur de matériaux ici. Voilà. Donc on a vu les masques. Translucent, on a vu rapidement, mais on va le mettre avec un. On va l'utiliser avec un filtre, avec une map, comme ça. Translucent. Donc on va appliquer la même map par exemple.
sur l'opacity. Donc là, on peut voir que c'est opaque là où c'est blanc et euh, c'est transparent là où c'est noir. Ou alors l'inverse. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Est-ce que c'est. Je vais en mettre un qui est évident. Est-ce que c'est le blanc qui nous détermine ou est-ce que c'est le noir qui nous détermine? On va voir ça rapidement. On va prendre un exemple avec du blanc et du noir très clairement affiché. Par exemple celui-ci. On prend le rouge. Et donc on voit que c'est là où c'est rouge, donc là où c'est blanc. Que quand je prends ma note rouge, le rouge est équivalent à du blanc. Où c'est affiché, et là où c'est noir, où c'est pas affiché. Voilà. Oui, une petite astuce quand vous faites des graphes comme ça. Pour enlever les liens, vous faites Alt et vous cliquez sur le lien et ça vous enlève directement. Celui-là, je vais le garder aussi parce qu'il est pas mal pour visualiser. Donc, matériau translucent. Additif. Donc là, on va rentrer dans ceux. Donc ça, c'est plus utilisé. Là, on va rentrer dans d'autres qui sont moins fréquemment utilisés. Bon, certains d'ailleurs qui vont peut-être pas être compatibles avec ma configuration actuelle. Donc on va voir. Je crois que Modulate va peut-être pas apprécier la configuration que j'ai en place là. On va voir ça. Si on se met en additive, ça ajoute la couleur qu'on a au fond qu'il y a derrière, donc c'est transparent par défaut. Donc si j'enlève par exemple ce réglage là, ici j'ai que ma base color, mais vous voyez, même avec une base color pleine, ça reste transparent. Donc ça se mélange en couleur avec ce qu'il y a derrière. Si je me mets là, blanc, voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne dans ma scène. Donc, additive, ce mode ajoute la couleur au matériau aux couleurs de l'arrière-plan, résultant un effet lumineux utilisé pour les effets spéciaux tels que le feu, les explosions ou la lumineux. Donc ça c'est plutôt utilisé quand vous faites des effets de particules transparents comme du feu et ce genre de choses. Là c'est vrai que ça donne pas grand chose, mais dans les particules ça peut rendre bien. Modulate, je pense que la configuration va pas apprécier. Voilà. Dynamic Sensitive de Superted. Puisque je suis sur, ça c'est le réglage, ça c'est le SM6, c'est le système de shader de DirectX 12 ou 11 sur lequel je suis. Et donc il ne supporte pas le modulate. Donc on va pas l'utiliser. Et si vous me demandez à quoi ça ressemble à ce genre de choses. Alpha Composite, on va voir aussi. C'est à peu près la même chose que additive qu'on a vu précédemment. Pour gérer des matériaux masqués avec une alpha, c'est un peu entre du translucent et du additive. Il y a des très légères différences. Ça, c'est pour des usages extrêmement particuliers. Et Alpha Hold Art, je ne vais pas vous le montrer ici. Il est un peu particulier. On verra peut-être plus tard dans un autre exemple. Mais en gros, ça vous permet de faire un trou dans un autre matériau.
Donc de voir au travers d'un autre matériau comme ça. Une fois qu'on a vu ça, on va voir les shading models. Donc ça, pareil, je vais juste vous en parler rapidement, puisque c'est sur des usages spécifiques. À part Unlit et Default Lit, tout le reste, c'est pour faire des trucs super spécifiques. Donc je vais juste vous en parler. Et si jamais on est amené à faire ça, notamment si on regarde plus en détail les MetaHuman de Quixel, où il y a pas mal de ces matériaux-là qui sont utilisés, par exemple pour la peau, pour les yeux, les cheveux, ce genre de choses. Mais en général, pour cela, c'est Unlit et Default Lit qui sont utilisés. Donc on switch ça. Donc on se remet sur Opaque, qui est le plus fréquent. Et ici, on va juste mettre Unlit. Bon, Default Lit, c'est celui qu'on a par défaut. Et Unlit, en gros, ça vous laisse que l'émissive. Et quelques autres réglages pour gérer les déplacements de la texture et qui déforment un petit peu le mesh de votre modèle. Et bon, ceux-là, on ne les verra pas encore parce que c'est pour un usage plus poussé des matériaux. Et là, j'aimerais vous montrer tout ce que je dois vous montrer pour l'exercice que vous aurez à faire après. Donc pour cela, vous voulez voir ici, Material, Shading Model, Unlit, Default Lit, Subsurface, Pre-Integrated Skin, Hair Coat, Subsurface Profile, Two-Sided Foliage, Hair, Cloth, Eye, Single Layer Water, Thin Translucent et From Material Expression. Celui-là aussi qui est qui est spécifique puisque vous pouvez créer des Material Expression. Material Expression. C'est Ben Material Attribute, ce genre de choses. Ouais, bon, ça on le fera plus tard. En gros, ça vous permet de créer des nodes. Ça vous permet de créer des nodes comme celle-ci là, et de les combiner entre elles. Et là, je ne me rappelle plus exactement le nom de la node. Et, et je vous montrerai ça si jamais on a besoin d'utiliser. Donc on va voir les shading models. Est-ce que je suis la bonne version? Ouais. Donc c'est pour des usages très spécifiques. Unlit, donc pour générer des sortes de lumière comme celle-là, avec que de l'émissive. Default Lit, c'est celle qu'on a vue jusqu'ici. Subsurface, c'est pour donner un effet de surface dans lequel la lumière fait une réfraction. Par exemple, donc là, je ne sais pas si on voit bien, par exemple sur des bougies, ce genre de choses ou de la peau. Voilà, ici on voit bien. Donc, pour créer ce genre d'effet de lumière qui se diffuse dans un matériau, ça c'est des subsurfaces qui sont utilisées. C'est là. Pre-integrated skin, c'est comme des subsurfaces, mais spéciales pour la peau. Donc, vous avez le choix d'utiliser les subsurfaces ou le pre-integrated skin pour la peau. Clear coat, c'est pour faire comme des peintures de voitures métallisées, qui combinent plusieurs couleurs. Ce genre de choses. Dual normal clear coat, c'est pour faire un
un matériau qui serait sous une, comment dire, sous un autre matériau, comme par exemple, bah, l'exemple ici qu'on a avec comment ça s'appelle, de la fibre de carbone, qui est sous un autre matériau de verre ou plastique ou composite, ce genre de choses. Subsurface profile, c'est encore une autre manière de faire de la peau. Honnêtement, il faut voir remarquer la différence, quoi. Two-sided foliage, ça c'est pour faire spécifiquement pour faire des feuillages, des plantes, ce genre de choses. Celui-là pour les cheveux, celui-là pour les vêtements. Donc on voit des cas d'usage très spécifiques. Et il y a un matériau spécial pour les yeux. Un matériau spécial pour faire des effets d'eau. De l'eau transparente, comme ceci. Ici, Thin Translucent pour donner un effet pour de la transparence de verre très fin. Comme ce que vous voyez ici sur l'exemple. Et From Material Expression, vous voyez ici, il vous montre ça. Donc vous pouvez faire Blend Material Attributes. Et si je mets From Material Expression, celle-là. Donc ça me permet de combiner deux types de shading model. Ouais, vas-y, c'est bon. From Material Expression. Attributes. Par exemple, si je fais un set Material Attributes. Peut-être que j'ai le shading model présent. Là, je peux sélectionner un autre. Ça me permet de mixer deux. Vous voyez ici, là, j'ai Subsurface, Clear Coat, celle qu'on a vue. Vous pouvez mixer par exemple des cheveux et des yeux, par exemple. Si je l'attribue là. Bon, je vais la ressortir une autre fois celle-là. Elle est un peu plus complexe que les autres. Ouais. Ouais, donc là, quand tu as une note qui est comme ça, tu maintiens Alt et tu cliques. Simplement. Ouais, bon, je vous remontre une autre fois celui-là, cette matériel attribute. En gros, ça vous permet de mélanger deux shading modèles qu'on a vu précédemment et de les assembler pour en créer un final. On va voir les autres nodes fréquemment utilisées pour les matériaux. On a déjà vu les constantes qui nous permettent de définir des valeurs et d'attribuer ces valeurs à
à nos nodes de sortie de nos nodes d'entrée de notre result node pour le matériau. Donc, constante. Constante de vecteur, constante 3 vecteurs, constante 4 vecteurs. Constante de vecteurs, constante 3 vecteurs, constante 4 vecteurs. Texture sample qui permet de récupérer une texture dans notre projet, dans notre content folder ou dans le content folder de notre engine ou dans le content folder de nos plugins, également dans les plugins. Donc, par exemple, je peux récupérer ça, j'ai importé tout à l'heure. Non. Pour appliquer une metalness. Donc là, je l'ai pas sur ce réglage-là. Je vais me remettre en métallique. Ouais. Ok, donc ça, les constantes, c'est les constantes principales. Mais ce qui va nous intéresser dans Unreal, c'est de créer des material instances. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va créer notre matériau, on va vouloir créer quelque chose de généraliste, qu'on va pouvoir paramétrer après et créer plein de variations de celui-là. Et pour ça, on va utiliser les paramètres. Donc je vais virer, je vais en laisser certains pour qu'on voit bien la différence entre les deux, entre les constantes et les paramètres. Donc ici, je vais créer un scalar parameter. Et donc, par exemple, ici, je vais, pour ce scalar-là, je vais l'appeler. Donc, quand je crée un paramètre, il apparaît ici dans l'onglet parameters. Est-ce qu'il est sur renommer là? Voilà, c'est ici pour renommer. Quand je sélectionne, je peux voir tout ce que ce paramètre, tous les réglages du paramètre dans Details. Donc, pour créer celui-là, je vais créer, c'est un scalar parameter, donc c'est-à-dire une valeur, tout simplement une valeur, mais que je peux paramétrer. Donc, je peux lui donner un nom. Je vais l'appeler metalness ou métallique. Je vais le donner ici. Je peux choisir ses valeurs minimum et maximum et sa valeur par défaut. Donc là, on va dire qu'on veut quelque chose de métallique et je veux pouvoir le régler après en moins métallique. Donc, je vais dire une valeur de 1. Je vais dire qu'il est entre, je pourrais mettre entre 0 et 1, mais on va dire que j'ai jamais envie que l'épée soit totalement non métallique. Donc, je vais mettre entre, je sais pas, 0,2 et 1. Je le passe ici en métallique. Je vais plutôt faire la spécular. Et pour la métallique, on va plutôt mettre l'autre. Spécular. On va faire la spécular. Pareil pour la roughness, donc je peux le copier-coller pour en créer un nouveau. Ah non, autant pour moi. Quand on copie-colle dans l'éditeur de matériaux, ça c'est le même réglage qui est attribué. Donc si je le mets ici, et je change sa valeur ici, pour le mettre à 0,5, ça va le changer dans les deux. Donc il faut que j'en crée un nouveau. Donc on va faire scalar parameter. On va l'appeler
Softness. Ce qu'on pourrait faire. Je pourrais l'appeler softness ou ça, on va dire softness. Si j'ai envie que ça fonctionne dans l'autre sens. Softness et faire un moins ce résultat-là. Donc là, je peux rajouter une note, je peux faire des calculs. Je peux faire minus, et là, je vais faire 1 moins celui-là. Comme ça fonctionne dans l'autre sens. Si j'avais envie, si je suis habitué de travailler dans l'autre sens, et que j'avais envie que ça fonctionne dans l'autre sens. Donc ici, softness, default value, on va laisser à 0. On va dire max value à 0,9. Là, softness, on va rester là-dessus pour l'instant. Je peux aussi créer des paramètres avec juste des couleurs. C'est vecteur, paramètre. Donc ici, ça me fait un paramètre vecteur 4. Je vais nommer color. Il a une valeur noire par défaut. Je vais le mettre en, j'en sais rien, en rouge par défaut, par exemple. Voilà, sinon je peux régler sa valeur en détail ici. Donc sur chaque aspect entre 0 et 1. Et pour la metalness, je vais faire passer une texture. Donc je vais prendre un paramètre, je prends une texture. Donc, texture paramètre. Texture paramètre 2D, voilà. Je vais l'appeler metalness, metalmap. Que je peux mettre en donc ici, je peux changer la valeur de la texture à gauche dans l'onglet Details. Donc ici, là, j'ai ma metal map et je peux changer sa valeur ici pour aller chercher ma metal map de tout à l'heure. Donc, metal, sword. Voilà. Là, si je passe un RGB, est-ce qu'il va le capter? Ouais, ça a l'air de fonctionner aussi, mais je vais plutôt prendre juste la composante rouge pour que ce soit plus facile. Donc voilà ce que ça me donne. Ok. Est-ce que je pourrais y appliquer, par exemple, je vais vous montrer une normal map. Bon, je vais mettre quelques constantes avec. Je pourrais vous mettre par exemple l'anisotropie. Là ici je suis sur une softness. Donc ici si je mets 0,9. Ah non, parce que c'est 1. Voilà. Si je mets 0,3, est-ce que je vais pouvoir voir
l'anisotropie. Je vais régler avec une constante. On ne voit pas trop. On le voit ici, l'effet d'anisotropie, ça vous fait un peu comme de l'acier brossé, en fait, l'anisotropie. Ça, ça déforme le reflet de la source lumineuse. Donc, par exemple, ici, si je mets 0,1, vous voyez, j'ai une source lumineuse ronde, c'est mon soleil. Et ici, si je mets 0,9, la source lumineuse est étendue comme ça. Donc, on peut avoir l'intérêt de faire ça, donc de fonctionner. Donc, ici, j'ai des constantes et j'ai des paramètres. F pour ranger tout ça. Ceux pas connectés, ils ne sont pas pris en compte. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que ça va me permettre de créer une material instance. Donc si je vais ici, je fais engine, donc content, sort. Pour créer une instance de matériaux, vous faites clic droit et vous faites create material instance. Et vous allez créer une instance de matériaux du matériau que vous avez là. Donc on va la nommer MI Sword. Je vais la nommer Blue, par exemple. Et donc ici, tous les paramètres que j'ai créés, en informatique, on dit overrider, c'est-à-dire les surcharger, c'est-à-dire les remplacer par une nouvelle valeur que je veux. Donc là, je peux sélectionner là softness et au contraire par un truc très lisse ou très opaque. Donc je peux régler ça comme je veux. Donc là, je vais régler la softness. La spicula, on ne remarque pas trop la différence ici. Un petit peu sur la partie en dessous. La metal map, je vais la laisser. Et je peux changer typiquement la couleur. Et on va dire que je laisse ceci avec les valeurs par défaut. Donc je prends juste la couleur pour l'instant. Donc là, voilà, j'ai créé mon material instance. Et donc je peux créer un nouvel objet. Et lui appliquer mon matériau, mon material instance. Donc ça, pareil, les material instance, vous allez les utiliser tout le temps dans Unreal. C'est extrêmement pratique. Surtout que vous pouvez avoir des material instance, deux material instance, parce que très vite, vous allez avoir des material instance avec des dizaines de paramètres ici. Et donc quand vous avez un paramétrage que vous trouvez sympa, vous avez envie de faire des variations, et donc vous refaites un material instance. Donc, vous faites MI, vous faites create new material instance. Donc là, j'ai un material instance de material instance. Et je vais l'appeler blue et je vais l'appeler soft. Je vais le nommer qui s'appelle bien MI, voilà. Et je vais refaire la même que l'autre. À noter que comment ça s'appelle déjà ce l'anisotropie. Je ne peux pas modifier l'anisotropie puisque je ne lui ai pas mis un paramètre sur l'anisotropie. Je lui ai mis une constante et donc il est bloqué sur cette valeur. Si je voulais le modifier, il faudrait que je passe en paramètre. Ce qui est d'ailleurs un petit peu... non, il est là, c'est celui-là.
Ok, donc là je suis sur mon Material Instance de Material Instance. Donc là celui-là est un peu, comment dire, un peu style acier brossé. J'ai envie de le modifier, donc je lui mets de là. Mon surface, en vrai, il faudrait que je renomme roughness pour faire machin dans l'autre sens. Mais bon, on comprend comment ça marche. Et ici, il a un effet de miroir. La spécular, je ne crois pas que ça va changer grand-chose ici. Non. Et je pourrais même complètement changer sa metal map pour lui mettre quelque chose qui n'a rien à voir. D'ailleurs, je peux aussi overrider le réglage de son Material Instance par an. Et je peux aussi rechanger la couleur, mais en général, ça vous le faites moins, puisque la raison pour laquelle vous faites un enfant d'un Material Instance, c'est parce que vous aimez bien le réglage de base et vous avez envie de le reprendre pour refaire quelque chose avec. Et donc celui-là, je pourrais l'attribuer, par exemple, sur un modèle comme ça. Voilà, ou à n'importe quel type d'autre objet d'ailleurs. Je pourrais appliquer celui-là. On a les effets qui sont. Maintenant, on peut voir comment faire des effets un peu plus dynamiques dans nos matériaux en utilisant les nodes. Les paramètres, c'est bon. Texture sample paramètre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser. On peut mélanger des matériaux ensemble en utilisant soit le LERP, ce qu'on appelle l'interpolation linéaire, la multiplication ou l'addition. Bon, on va prendre les trucs de base pour l'instant. Donc on va pas trop le modifier. Si je lui fais, on va juste changer ça pour la base color surtout. Je vais faire un multiply. Et donc je vais mélanger, par exemple, une couleur avec une texture. Donc là, elle est multipliée avec du blanc, donc ça ne change pas grand-chose, puisque ces paramètres sont juste multipliés par 1. Donc c'est exactement la même chose. Mais si j'ajoute quelque chose sur l'autre node ici, ces paramètres vont être multipliés par quelque chose qui est entre 0 et 1. Et donc ça va changer la valeur. Donc, si par exemple ici je rajoute un vecteur 3 constantes, un vecteur 3, vous voyez, ça mélange les deux,
ça mélange les deux textures. Donc, cette texture-là qui est une texture, un dessin, et cette texture-là qui est une texture qui est juste une couleur pleine. Je pourrais mélanger avec une autre texture, par exemple. Par exemple, la croix rouge, là. Voilà ce que ça me donnerait, un mélange des deux. Où donc les autres parties ont été multipliées par du noir. Et donc ça existe encore à cause de la métalness, etc. Et il y a juste la croix rouge qui a été prise en compte. Une texture, on pourrait voir un peu autre chose. Celle-là, par exemple, je peux mélanger les choses comme ça. Donc là, ici, si par exemple, je mets une forme comme ça, la texture va juste s'afficher sur là où c'est blanc-gris, et sur le reste, ça va s'afficher en noir. Ça, c'est pour le multiply. On peut voir l'interpolation linéaire. C'est comme une multiplication, mais il va y avoir un niveau d'importance pour une texture ou l'autre. Par exemple, si je reprends mon exemple ici, où c'est multiplié par du jaune, là on a à peu près le même résultat que tout à l'heure, puisque à 0,5, les deux sont pris en compte avec la même force. Si je le mets à 0,1, la texture qui est mise à A est dominante à 90% sur l'interpolation, c'est-à-dire en gros le mélange, quoi. Et si je le mets à 0,9, le jaune est prédominant. Et ce qui est intéressant sur Unreal, c'est que les textures, donc sur les matériaux et les actions que vous pouvez faire dans vos graphes de matériaux sont extrêmement complexes. Et vous pouvez régler ça de manière dynamique, par exemple en prenant un facteur du temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va prendre une node time pour ça. Il va me renvoyer le temps depuis le début du lancement de mon application. Et on va là. Donc on veut une valeur entre 0 et 1, puisque l'alpha ici prend une valeur entre 0 et 1. Donc je vais prendre le temps, je vais le passer en sinus, pour avoir, comme vous savez, le sinus est entre moins 1 et 1, donc varie entre moins 1 et 1. Et je vais prendre la valeur absolue du sinus pour que ce soit jamais sur des valeurs en dehors de 0 et 1. Vous voyez qu'ici, ça change en fonction du temps. Donc là, ça change un peu vite. Je vais rajouter un facteur. Je vais multiplier par, on va voir avec 0,1 par exemple. Donc là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Et donc ici, vous pouvez voir que mon objet dans la scène
va avoir sa propriété appliquée. Et comme j'avais des Material Instance, les changements que j'ai fait à mon matériau sont appliqués aussi sur les Material Instance. Donc, vous pouvez le voir ici. Ça passe du jaune à la texture. Donc ici, on a le même effet. Donc il y a tout un tas d'effets comme ça dynamiques que vous pouvez ajouter à vos. Donc il n'y a pas que le temps, il y a d'autres facteurs. On va voir aussi avec la position. Il y a tout un tas d'effets dynamiques comme ça que vous pouvez ajouter à vos matériaux pour créer des effets, dont certains des effets de dingue. Ok, donc là on a ça. Donc on a vu time, text chord. Vous pouvez aussi changer les coordonnées de votre texture. Ici vous avez une node pour les coordonnées de texture. Alors la dernière fois il avait fait un crash quand j'avais fait sur un texture sample. On va voir ce qu'il vient de faire là. Non, c'est bon. Et ici, vous pouvez inverser les textures. Sur l'axe U ou l'axe V, ou les deux. Et vous pouvez changer le tiling, c'est-à-dire que vous pouvez juste prendre une sous-partie. Donc là, il va prendre tout de 0 à 1 sur U, et si je modifie ça, il va prendre, par exemple, juste la moitié. Donc vous voyez ici, on est zoomé par rapport à ce qu'on avait précédemment. Sachant que ça, ici, c'est la méthode qui fait ça. Voilà, donc ça, c'est le fréquemment utilisé. En général, c'est plutôt utilisé pour... Enfin, c'était pour plein de choses, mais c'est utilisé pour réinverser des textures. Parce que parfois, vous importez des textures, et elles sont inversées par rapport à ce que vous vouliez. Donc, vous pouvez modifier ça ici, sur U, sur V. Et un autre exemple, interpolation linéaire, le temps, la merde. Pas, on va passer à autre chose. Donc, par exemple, on peut prendre la position pour que la position de l'objet dans le monde joue joue sur son apparence. Donc, par exemple, si je fais ici au lieu de prendre le temps, je vais prendre la hauteur de l'objet. Position, je vais prendre la hauteur de l'objet sur Z. Et je vais le mettre sur 0,01. Et donc ici, le jaune va s'appliquer en fonction de la hauteur de l'objet. Si je le mets, par exemple, on va pas le rendre un peu plus visible, 0,5 comme ça. Voilà. Et donc ici, sur mon objet, le jaune va s'appliquer en fonction de la hauteur de l'objet. C'est là, ici, vous verrez mieux.
voilà, c'est le genre d'effet que vous pouvez donner à vos matériaux. Et on sera certainement amené à en voir d'autres plus tard. Est-ce que... Alors, on a vu les principaux. Je vais passer au static mesh. On arrive vers la fin là. Et ça, on aura déjà vu pas mal de choses. Donc voilà déjà pour les matériaux. On va regarder plus en détail ce qu'il y a dans les static mesh. On va prendre celui-là que j'ai importé. Et on va lui appliquer son matériau normal. Voilà ce que ça me donne. Donc un truc, et d'ailleurs qui peut être intéressant que vous testiez, puisque vous avez des ordinateurs assez puissants, c'est Nanite. Donc là, si je suis dans les static mesh, ici vous avez un réglage Enable Nanite Support. Donc si j'active, je dois faire après Apply Changes. Il va me recalculer mon mesh là. Il va avoir un petit temps de chargement. Et votre mesh il va être différent. Vous ne le voyez pas comme ça, mais il est différent. Donc si vous le mettez ici, je vais le mettre en énorme pour qu'on voit bien. Voilà. Et que vous le visualisez. Alors pour visualiser Nanite, c'est Show Nanite, c'est bon, Lit, Nanite Visualization, on peut faire Overview. Voilà, donc ici, avant que vous passiez votre objet en Nanite, vous n'aviez rien là si vous faisiez ça. Donc là, vous faites Overview, Nanite Visualization, on peut faire Overview ou sinon juste Triangles pour voir ça. Et si j'enlève le support de Nanite pour mon mesh, ici, et que je veux voir Nanite, il ne fait rien. Il ne capte même pas qu'il y a du Nanite. Il ne se passe rien. Donc pourquoi c'est intéressant de faire ça? Et pourquoi ça peut être intéressant pour vous de le tester, puisque c'est un peu le futur d'Unreal et de la conception de niveau dans le jeu vidéo, utiliser Nanite, surtout quand on fait du Unreal. Et donc, je pense que pas mal de choses qu'on a fait là, bon, je les ai traitées pas mal en détail, en vous donnant des petits tips au passage, etc. Mais c'est des choses que vous aviez certainement déjà dû voir. Là, ça vous permettra d'expérimenter quelque chose que vous avez a priori jamais fait. Que je pense que vous avez déjà testé Nanite ou jamais? Ouais, toi, tu as déjà testé. Donc, ce que vous voyez là, c'est Nanite, c'est le nouveau système d'Unreal de gestion des meshs. Donc Nanite, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, sur un objet complexe, ça ressemble à toute une sorte de triangle chelou. Et donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est que des LOD? Est-ce que vous avez déjà vu le concept? Ouais. C'est super loin, j'entends rien de ce que tu dis. Level of Detail, c'est ça, ouais. Et donc, c'est un système qui, pour économiser les ressources, puisque en fait, quand on fait des moteurs graphiques comme ça, vous vous en rendez pas forcément compte, mais tout est ultra optimisé en fait, pour qu'il y ait le moins de calculs possible. Si ce n'était pas optimisé, pour afficher la même chose, vous auriez 2 frames par seconde. Donc tout est ultra optimisé, et tout ce qu'on n'affiche pas directement ou ce qui ne va pas être visible directement, on veut le masquer ou pas le calculer. Et donc level of details, qu'est-ce que c'est? C'est différent. Alors je vais voir si je vous trouve un static mesh. Il y a des logs déjà prévus dedans.
Allez, celui-là. Il n'y a pas de load. En gros, les LOD, ça vous affiche différentes versions du modèle en fonction de la distance que vous avez avec le modèle dans votre scène. Enfin, la distance de la caméra avec votre modèle. L'intérêt de faire ça, c'est qu'un modèle de plus basse définition coûte moins coûte moins de ressources informatiques à calculer par rapport à un modèle haute définition. C'est surtout utilisé, en réalité c'est utilisé pour tous les types d'assets, mais par exemple pour un cube comme ça, vous voyez il y a très peu de polygones dans un cube comme ça, donc pas besoin de faire des LOD. C'est plutôt utilisé pour des formes arrondies ou ce genre de choses. Donc là je vous cherche une forme arrondie qui aurait des LOD. Voilà, lui il a des LOD, parfait. On va visualiser ces LOD. Voilà, donc vous voyez le modèle de ma sphère ici. Donc là, j'ai le réglage LOD Picker dans le static mesh. Et en fonction de ce que je choisis, si je mets 0, la sphère est parfaite. Si je mets 1, on voit qu'il y a des petits angles qui apparaissent là. Et d'ailleurs, vous allez bien le voir si je le mets en wireframe. Donc si je mets 0, il y a plein de fils. Si je mets 1, il y a moins de fils. Si je mets 2, il y a encore moins de fils. Et si je mets 3, ça ressemble à rien. Donc, si je vous le mets en lit, ici, voilà, 3 est tout déformé. 2 l'est un peu moins. 1 l'est un peu moins. 0 est parfait. Donc la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que dans Unreal, il y a déjà un système préintégré qui gère vos LOD. Vous pouvez aussi, il y a des systèmes pour régler vos LOD à la main et les régler quand vous voulez le faire. Et en fonction de la distance que vous avez avec votre objet, ou la distance de la caméra avec votre objet, il va prendre la forme plus ou moins simplifiée. Et ça va vous permettre d'économiser des ressources. Vous connaissez peut-être ça dans les textures avec les mipmaps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept? Les mipmaps pour les textures. Les mipmaps, c'est la même chose. C'est des versions de votre texture qui, en fonction de la distance de votre caméra avec votre texture, va vous afficher une texture plus simplifiée. Et comme vous êtes super loin, par exemple si je prends cet objet-là, la control rig, sphère, machin, si je suis là, vous voyez j'ai un écran comme ça, si je suis là, je vois pas que l'objet est déformé. Il est super loin, donc de toute façon ça ne me fait pas de différence moi visuellement, très très peu. Si je suis là, encore moins. Par contre si je suis ici, je mets un objet déformé, d'ailleurs on le voit un petit peu là. Vous voyez la sphère là, elle est un petit peu chelou. Et si je m'approche, vous voyez là la sphère, on voit les angles. Et si je m'approche, on les voit beaucoup moins. On va voir Nanite, qui est en fait un système de LOD dynamique qui nous permet, donc ça je peux le virer, un système de LOD dynamique qui nous permet de, en fait, qui ajuste la texture directement par rapport à la distance avec laquelle vous êtes. Et il y a plein de calculs et plein de trucs derrière qui sont extrêmement complexes. Et en gros, ce que ça vous permet de faire, c'est que ça vous permet de faire des scènes, quand vous avez une carte graphique assez bonne, ça vous permet de faire des scènes ultra réalistes et de pousser votre machine, et ça coûte très très peu en ressources par rapport à ce que ça vous coûterait si vous vouliez afficher autant de polygones. Et donc ça permettrait d'afficher des millions de polygones, ce qui est ce que vous recherchez. Et donc c'est ce qu'on voit ici dans Nanite quand vous activez ce mode-là. Donc sur la visibility ici, Nanite Visualization, Overview ou juste Triangle, si vous voulez juste voir les triangles, voilà, c'est ce truc-là. Et en fonction de la distance que j'ai avec l'objet, les triangles, vous voyez, les triangles changent. Ça adapte la texture de l'objet directement par rapport à ma distance pour que le calcul fasse des économies, mais moi je vois pas la différence. Parce que je suis super loin de toute façon et le truc est petit. Et donc ça, c'est un truc de fou dans tout ce qui est 3D, optimisation, c'est vraiment une révolution, quoi. Ok, donc ça c'est pour Nanite. Donc pour ce que vous allez faire jeudi,
et les assets pixels que vous allez importer, activez Nanite dans vos textures et essayez de pousser le délire assez loin pour, pour activer Nanite, vous faites ici dans les réglages de texture, Enable Nanite Support, vous activez ça, et vous faites Apply Changes, tout simplement. Et Nanite est activé. Après, il y a plein d'autres réglages, etc. Mais bon, ça, on va pas encore rentrer là-dedans pour l'instant. Les textures, je vais voir si j'ai le temps de vous en parler en fin de séance. Juste quand vous importez des objets, donc pour voir les textures, pour voir les collisions de votre objet, vous pouvez les voir ici, soit comme ça, soit, alors c'est ici, voilà, show ici Simple Collision ou Complex Collision, donc vous utilisez plutôt les Simple Collision pour l'instant. On ne va pas encore voir les Complex Collision. Et vous voyez ici, quand j'ai importé cet objet-là, Unreal m'a généré des collisions. Bon, elles sont un peu basiques. Donc pour régénérer des collisions, sachant que les static mesh que vous allez importer depuis Pixel n'auront pas de collision. Donc vous devrez faire ça. Donc ici, vous enlevez la collision qui est pour qui m'a créé. Et vous faites collision, auto-convex collision. Donc vous pouvez jouer avec ces réglages-là pour qu'ils en fassent une meilleure, mais bon, voilà, si vous voulez juste faire un level simple comme ça pour tester, et que vous avez la flemme de modifier à chaque fois, vous pouvez juste le laisser comme ça, vous faites Apply, et il va vous créer des collisions qui sont pas trop mal par rapport à ce que vous avez là. Et si vous avez envie d'utiliser le level que vous allez faire jeudi après dans le cours, et à pouvoir interagir avec un personnage, etc., bah vous allez avoir envie d'avoir déjà les collisions, quoi. Ok. On va voir Pixel. Donc, je repasse en lit. Donc, il faut que je sois dans Content. Ouais, si je suis dans All, ici, je peux pas ajouter de contenu. Il faut que je sois dans mon contenu local. Add Pixel Content. Donc là, on a cette interface-là. Donc vous m'avez dit, au moins pour la plupart, que vous l'avez déjà vu. Donc là, vous pouvez récupérer divers assets. On va plutôt voir ici par rapport aux collections. Environnement, voilà, environnement naturel. Je vais prendre des trucs qui ne coûtent pas trop cher, moi. Donc si je prends un truc style un désert, un truc qui n'est pas trop hardcore. Canyons of Utah, voilà, c'est pas mal ça. Alors j'avais un petit bug d'affichage, est-ce qu'il va me le refaire là? Ouais, bon, il est un peu bugué chez moi, parce que je pense que c'est le format de mon laptop qui kiffe pas. On va juste récupérer n'importe quelle texture de sol. Voilà, j'avais celle-là, parfait, que j'avais déjà téléchargée, donc je peux juste faire add pour l'ajouter à mon projet. Et directement, ça se met ici dans Content, Megascan. Donc ici, vous avez un dossier MS Presets aussi qui a été créé avec tous leurs matériaux maîtres, entre guillemets, qui sont utilisés dans leurs matériaux, dans leur Material Instance. Et ici, si vous allez dans Megascan, Surface, Western Desert Brown, ici, vous avez une Material Instance. Et donc pareil, en fonction de ce que vous utilisez, vous pouvez prendre des qualités plus ou moins hautes aussi en fonction du temps que ça vous prend pour les télécharger à chaque fois. D'ailleurs, testez, regardez si vous pouvez les télécharger télécharger une sur votre PC là. Ou s'il vous bloque.
Peut-être qu'il va vous dire vous n'êtes pas admin, vous n'avez pas le droit de télécharger ou un truc comme ça. Vous pouvez? C'est good? Ok, nickel. Ok, parfait. Ça tombe bien. Sinon, j'aurais été en galère. Enfin, sinon, je vous aurais dit chercher des assets sur Internet, un truc comme ça. Mais c'est plus sympa d'utiliser ça parce que c'est. Vous pouvez le pousser, quoi. Donc, vous avez aussi des objets. Donc, voilà, en fonction. Vous pouvez changer la qualité de ce que vous prenez. Si vous êtes plutôt sur laptop, vous pouvez plutôt low ou medium. Sinon, essayez de taper dans des trucs de haute qualité. Et pour les assets, vous pouvez récupérer des assets 3D. Comme par exemple, voilà, un rocher dans le désert, un truc comme ça. Alors, celui-là, donc moi je vais le prendre dans l'eau. J'en ai peut-être un déjà téléchargé d'ailleurs. Celui-là, parfait. Euh, Et donc ici, de la même manière, dans Megascan, donc j'ai mes surfaces et mes assets 3D qui sont présents. Donc je peux les mettre directement dans ma scène comme ça. Changer leur scale si besoin. 5 par exemple, ça va faire un gros truc. Et vous voyez ici, quand vous ouvrez ça, Nanite n'est pas activé par défaut, donc vous pouvez l'activer. Donc regardez déjà si ça tourne avec Nanite. Si votre framerate chute énormément, bon, ça vaut peut-être pas le coup d'utiliser Nanite. Sinon, testez, voir si vous pouvez le faire. Mais j'ai l'impression que ce que vous aviez était pas mal comme carte, donc autant tester ça. Puisque si vous travaillez sur Unreal à l'avenir, en fait, vous allez utiliser Nanite tout le temps. Parce que c'est leur nouvelle techno. Et donc, ça sert à rien d'apprendre le Unreal sans Nanite, puisque c'est ce que vous allez faire à l'avenir. Et pareil, si je regarde mes collisions, mes simple collisions, ici, j'ai rien. Et donc, il faut que je génère mes collisions. Donc, je fais Auto-Convex Collision, Apply, et il m'a fait un truc bon, qui n'est pas incroyable, mais bon, ça va être le boulot. Après, si je regardais, Player Collision, c'est pas fou, mais ça fait. Quoi d'autre là-dessus? Ouais, vous allez avoir envie de créer un terrain aussi. Donc pour ça, soit vous pouvez prendre la scène par défaut, parce que je vais pas. On verra dans le cours si je traite, en fonction de tout ce qu'on veut voir, le fait de créer un grand terrain à monde ouvert. Et vous pouvez reprendre la carte de l'engine, vous faites level, et elle s'appelle, donc vous allez dans le dossier engine ou dans all, vous faites level, elle s'appelle open world, et vous pouvez le copier-coller dans votre content. Ici, vous allez dans maps, voilà, je la mets dans maps. J'espère qu'il n'a pas craché là. Nickel, il m'a créé une version. Ici, vous allez dans Landscape. Donc, je vais le mettre dans un endroit où on peut bien voir. Voilà. Vous sélectionnez votre Landscape. Donc, votre Landscape, c'est l'acteur principal. Il y a derrière tous les sous-acteurs qui représentent les dalles de mon Landscape. Et j'ai envie de leur appliquer une texture à toutes pour faire mon sol. Donc, je vais là-dedans. Ici, donc j'ai Landscape Material. Ici, j'ai juste cette grille-là. Ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir ça. Donc, je vais chercher ma surface que j'ai téléchargée. Megascan, surface, je vais lui attribuer ici. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir un sol pour votre level.
Et si vous n'êtes pas satisfait du tiling, ici, on voit un peu les traits. Vous avez un réglage pour le modifier dans le Material Instance. Donc, vous pouvez copier, donc dupliquer celui-là, par exemple. Donc, duplicate. Je vais l'appeler, voilà, underscore one. Et en fait, alors c'est pas très clair à la base, mais ici, tiling offset, vous avez un réglage pour modifier le tiling. Donc je vais le faire, on peut voir le truc qui fait en même temps. En fait, quand vous modifiez ces valeurs ici, ça va modifier le tiling. Donc si vous mettez sur 0,1, il faut essayer de garder carré, sinon ça va vous donner un truc dégueulasse. Ça change le tiling de la texture. Donc vous pouvez jouer là-dessus pour que l'effet se voit un peu moins. Pareil, si je le mets à 4, vous allez avoir un tiling plus fin. Déjà, vous allez pouvoir le réduire, mettre à 0,2, 0,2, que l'effet se voit un peu moins. Là, vous pouvez ajouter un offset. Si vous voulez. Voilà, donc là, si je suis à ce niveau-là, je vois beaucoup moins d'effet. Donc c'est dans les sous-réglages de cette couleur-là, en fait. Cette couleur-là, c'est un peu trompeur. En fait, c'est le réglage du tiling. Sur les Material Instance de Megascan. Donc le tiling, c'est cet effet-là de carré, quoi. On peut voir ici rapidement en utilisant cet outil-là, qui est le Reference Viewer, qui vous permet de voir par quoi est utilisé votre asset et tout ce que votre asset utilise. Donc ici, si je mets celui-là, ici j'ai par quoi est utilisé à droite, j'ai ce qu'utilise mon asset, donc ces textures-là et ce matériel mettre là. Donc c'est une matériel instance de ce matériel-là. Et à gauche, ici, j'ai partout c'est utilisé. Donc là, sur chacune des dalles où je vais appliquer. Ça permet de trouver le matériel maître, de regarder ce qu'il utilise aussi. Et je peux l'ouvrir, soit en double cliquant dessus. Non, double cliquant dessus, c'est pas y accéder. Alors là, je suis bien dans celui-là. Voilà, dans Edit, pour ouvrir l'asset. Et après, je peux regarder ce qu'il y a dedans. Bon, là, c'est des trucs de Megascan, donc vous allez voir des trucs un petit peu compliqués. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, une autre manière de générer un sol, si vous ne voulez pas utiliser ce terrain-là. Si je retourne sur ma map précédente. Donc là, on va juste faire pour un sol plat. Vous allez ici. Donc ici, j'ai plein d'outils Unreal pour faire différentes choses dans ma scène, créer un landscape, un paysage, du feuillage, modifier les formes des objets, ce genre de choses. Chacune a son propre niveau de complexité. Et donc nous, on va mettre modeling et on va créer simplement un cube plat qui va nous servir de sol. Donc on va faire box. Ici, on va le régler. Donc là, je peux en mettant ma souris ici, je peux voir à quoi ça ressemblait. Donc nous, on veut un truc très grand. Donc on va faire un sol, quoi. On va faire un truc comme ça. On va rajouter des zéros. Voilà, c'est pas mal.
pareil des deux côtés, sauf que là, vous voyez que c'est dégueulasse en fait. La texture dessus, elle est toute écrasée. Elle est dégueulasse. Et donc, ce qu'on va faire pour régler ça, les height, je vais mettre 1. Parce que la hauteur, je m'en fous. Ce que je vais faire pour régler ça, c'est que je vais. D'ailleurs, je peux le tester directement avec mon matériel Megascan. Si pas spécial, quelque chose, voilà. Vous voyez, c'est horrible, c'est ignoble la texture dessus. Donc, je peux faire World Space UV Scale. Et il va l'adapter par rapport au monde. Mais là, je vois que c'est beaucoup trop fin le tiling. Et donc, je vais. Ah oui, non, d'ailleurs, il n'a pas pris la bonne. Donc, je fais celle-là. Voilà, desert, ce genre de choses. Et donc, je peux le régler ici, UV Scale. Et là, je peux mettre 0,1. Vous voyez, j'ai un sol beaucoup mieux là. Ou 0,01. Il ne faut pas non plus que ce soit trop grand, parce que sinon, vous voyez, vous êtes trop zoomé par rapport à la texture. 0,1, j'étais pas mal là. Et donc là, je peux placer le sol. J'accepte. Et après, je peux, voilà, c'est un objet Unreal et je peux l'utiliser pour faire mon sol. Et est-ce qu'il a bien les collisions? Je vérifie. Donc, pour vérifier les collisions, vous allez ici, vous regardez Player Collision. Ouais, c'est bon. Il a bien des collisions. Il est visible, donc il a bien des collisions. Donc voilà, deux manières d'utiliser un sol pour votre scène. Après, vous pouvez aussi régler avec le Material Instance de votre asset Megascan, de votre sol Megascan, surface, ici. Cette Material Instance qu'on a créé, donc vous pouvez la utiliser directement. Si vous voulez avoir des cailloux un peu plus gros, voilà, dans ce style. Et voilà ce que vous avez pour Megascan. Avec ça, vous pouvez déjà composer un niveau. Et vous pouvez le faire en Nanite. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que vous avez assez de choses là pour composer un level. On a vu tous les éléments de lumière, atmosphère, enfin les principaux en tout cas, de lumière, atmosphère, etc. Brouillard, ce genre de choses. On a vu comment apporter des modèles et les régler pour après pouvoir les utiliser pour qu'il y ait des collisions et tout ça. Donc vous pourrez faire vos scènes jeudi. Et après, si j'ai encore des choses qui me viennent pour ce genre de choses, matériaux, static mesh, on les traitera à la prochaine séance. Et après, on va commencer à créer des interactions avec les blueprints et ce genre de choses. Voilà. Bon, ouais, je peux vous lâcher avant parce que là, c'est bon. J'ai tout traité. Pour les notes, bah là, c'est juste un exercice comme ça. Je pense pas que je vais le noter celui-là.